Bienvenue donc à ce webinaire sur CFD. Donc je me présente, je suis Frédéric Fanière, le responsable produit de RFSA. Donc je suis en charge du développement des outils, notamment les outils Autodesk, auprès de vous, de nos clients et de nos partenaires qui œuvrent dans le métier du bâtiment. Donc aujourd'hui, je vais être associé à mon ami et collaborateur Nabil Merabtine qui va se présenter. Bonjour, merci Frédéric, bonjour à tous. Je me présente, c'est Nabil Merabtine. Je suis ingénieur de simulation thermique avec l'outil de simulation de Autodesk CFD, plus je fais la partie modélisation avec Revit. Donc j'ai rejoint l'entreprise RFSA presque un an pour l'acquisition ou pour le développement de ce domaine-là de simulation et dans la simulation thermique, donc en plus dans le domaine du bâtiment, beaucoup plus. Donc aujourd'hui, on va présenter l'outil CFD, donc qui est un outil de calcul aux éléments finis pour le bâtiment, notamment sur un sujet, c'est optimiser l'efficacité énergétique dans les phases avant-projet, dans le cadre des études de conception. Donc bien sûr, durant toute cette présentation qui va durer 45 minutes, vous pouvez poser vos questions. Vous avez sur le côté de l'outil une case pour poser les questions que l'on enregistre et on vous y répondra en fin de webinaire où on a prévu un peu de temps pour répondre bien sûr à vos attentes. Donc concrètement, la simulation dans le bâtiment, finalement, pourquoi on en fait aujourd'hui? Tout simplement, aujourd'hui, on est dans une transformation importante dans la numérisation des données du bâtiment à travers ce qu'on appelle la maquette numérique ou le BIM. Ce qu'il faut bien comprendre dans le BIM, c'est que on a une remontée des éléments de mission qui sont dans les phases amont des projets. Et concrètement, là où avant, dans les trois grandes questions qu'on se posait quand on conçoit un ouvrage, c'est le quoi, le comment, le qui, la quatrième étant la réalisation ensuite, ces questions de quoi, quel bâtiment on va construire, comment on va le faire, c'était bien décomposé en un certain nombre de phases et d'éléments de mission qui sont développés notamment dans la loi MOP, sur laquelle elle s'appuie notamment pour cadrer les missions de construction d'un bâtiment. Le BIM remet un peu je dirais en mouvement ce processus en remontant ces questions que sont le quoi, le qui va faire et comment on va le faire. Globalement, quand on va travailler dans la maquette numérique, il va falloir simuler au plus tôt, je dirais, la meilleure solution pour le bâtiment, que ce soit la solution architecturale, le modèle, les éléments que l'on va utiliser, et notamment une partie qui est importante dans les bâtiments, puisque aujourd'hui le bâtiment est une véritable œuvre technologique. Il suffit de voir l'évolution des bureaux d'études en fluide, par exemple, ou les bureaux d'études thermiques. Et donc, on va avoir besoin d'outils de plus en plus précis pour trouver finalement la meilleure solution. Parce que concrètement, quand on fait un constat sur je dirais le bâtiment, le coût de construction et de conception d'un bâtiment, ça représente que 20%, on va dire, du coût total du bâtiment. Et le temps pour sortir un bâtiment de terre, par rapport à son exploitation, c'est que 10%. Alors, bien sûr, c'est variable. Si je construis une centrale nucléaire, je vais avoir un temps qui est un peu plus long et une exploitation un peu plus courte, mais sur un bâtiment classique, sur un bâtiment de bureau, j'ai 4-5 ans de conception-construction et j'ai 50 ans d'exploitation, un CHU, 10-12 ans de conception-construction et ensuite une centaine d'années d'exploitation. Donc, quand on va travailler aujourd'hui sur une mission de conception-construction d'un bâtiment, il est important de finalement de faire les meilleurs choix dans les phases amont du projet. Et comme ces phases amont sont de plus en plus montées dans ce qu'on va dire la conceptualisation du bâtiment, il est nécessaire de faire travailler tous les spécialistes sur les modèles en conception primaire. Donc pour cela,
là, on introduit de nouveaux outils, hein, notamment l'outil CFD dont on va parler, qui va permettre d'optimiser et de faire finalement le meilleur choix pour, derrière, l'exploitation du bâtiment qui représente donc 80% à 85% du coût total d'un projet. Savoir que les maîtres d'ouvrage aujourd'hui sont très sensibles à cette notion de coût et de l'exploitation du bâtiment. Donc pour cela, on va utiliser des outils, et notamment CFD, qui est tout simplement l'acronyme de mécanique des fluides numériques appliqué au bâtiment. On va pouvoir utiliser ces outils qui vont permettre de simuler au plus juste et non pas en calcul par zone, comme on le ferait avec un outil, je dirais, traditionnel de calcul de définition thermique d'un bâtiment, mais on va calculer dans toutes les zones d'une pièce, d'une partie du bâtiment, et dans le cas par exemple d'une salle de spectacle, comme on peut voir ici, ben, on est capable, avec des outils comme CFD, d'assurer que le premier rang comme le dernier rang aura la même température et le même confort thermique par exemple. Alors pour ça, bien sûr, il a fallu redescendre ce que l'on faisait en mécanique depuis une vingtaine d'années à travers le bâtiment. Ça devient aujourd'hui possible par notamment l'accroissement des puissances des machines, puisque aujourd'hui les PC qui sont sous vos pieds ont des puissances qui sont 100 fois supérieures à ce que l'on avait il y a une quinzaine d'années, et donc permettent de faire du calcul aux éléments finis, déportés sur une machine qui est une machine, une station de travail, je dirais, accessible au commun des mortels dans un bureau d'études. Donc, l'outil CFD va servir essentiellement à comprendre le fonctionnement du bâtiment, simuler différents états, et ça, pour ça, c'est ce qu'on va vous montrer tout à l'heure, et faire une représentation, parce que l'essentiel quand même derrière, c'est de pouvoir communiquer à son client le juste choix que l'on fera dans la solution adéquate pour pouvoir optimiser l'exploitation de son bâtiment. Quand est-ce qu'on va utiliser l'outil CFD? On va l'utiliser essentiellement dans les phases amont du projet, c'est-à-dire entre la conceptualisation et la conception du projet, et non pas ensuite en phase exécution, où là c'est bien trop tard pour faire des choix judicieux dans l'exploitation de son bâtiment. Donc là, à travers un workflow, on peut voir que si vous utilisez l'outil Revit, mais ça pourrait être un autre outil, ce qu'il faut c'est qu'on soit juste en modélisation numérique du bâtiment. Donc vous avez bien sûr Revit avec ses 80% du marché aujourd'hui en France, mais vous avez d'autres produits également qui permettent de sortir des enveloppes de modèles de bâtiments pour les introduire dans CFD. Donc CFD, on va essentiellement l'utiliser dans les phases amont de la conception, c'est-à-dire au niveau des bureaux d'études thermiques, des bureaux d'études de simulation. Alors Autodesk dans la simulation n'est pas un nouveau venu, hein. Concrètement, c'est aujourd'hui les plus gros investissements que la maison fait dans ses outils informatiques, hein. Et je dirais que ça a commencé en 2005 avec des acquisitions qui, au fur et à mesure, dans le temps, font d'Autodesk un des leaders sur la partie de la simulation et des calculs aux éléments finis. Donc ça a démarré avec Robobat, hein, qu'on connaît bien dans le monde de la structure, pour faire les calculs structurels et les notes de calcul, et faire un certain nombre de simulations suivant les Eurocodes. Ensuite, bien sûr, Autodesk a racheté des acteurs qui étaient toujours dans le calcul de la simulation, comme Grid Building Studio, qui permet de faire des calculs d'enveloppe thermique de bâtiments également, hein. Ecotech, hein, qui a été intégré pour partie dans Revit. Et puis ensuite, vous avez eu l'achat de CFD Design, c'est là-dessus que l'on va travailler avec développement des interfaces entre Revit et CFD. Et puis le dernier achat quand même en date, c'est Nastran, hein, qui est un des leaders sur la partie du calcul aux éléments finis en mécanique, qui va être plus aujourd'hui réservé sur la gamme mécanique d'Autodesk, hein, avec son produit phare Inventor. Mais on voit qu'Autodesk, depuis 2005, a investi plus de 600 millions de dollars sur ces outils de simulation. Donc on va retrouver ces produits dans toute la gamme des produits de l'éditeur.
Bon, concrètement, CFD permet de simuler, de se faire préciser un certain nombre de choix dans la conception du bâtiment. Où est-ce que l'on va retrouver CFD? Bah, essentiellement sur la définition du confort thermique, hein, suivant les normes en vigueur, le renouvellement d'air dans un bâtiment, faire de la simulation sur de l'évacuation de fumée, hein, notamment pour la sécurité incendie. Tel est le cas aujourd'hui sur un certain nombre d'ouvrages en région parisienne où les simulations sont faites sous CFD. Vous avez bien sûr la réduction des concentrations et des produits chimiques, des émanations toxiques qui peuvent venir de différents équipements du bâtiment. Et puis le travail sur l'émission des sources fixes sur lequel on doit présenter un certain nombre de tests et de validations avant de construire un bâtiment aujourd'hui, qui répondent tout ça à des normes qui sont précises aujourd'hui en France, des normes NF. Alors pourquoi faire une analyse CFD? Ben, pour un bureau d'études hein, tel que vous, c'est essentiellement d'abord pour se démarquer avec des spécificités et essayer de gagner plus de business. Hein, on est là quand même tous pour ça à un moment donné. De limiter les risques hein, dans ses choix, dans ses choix et dans les phases amont du projet, parce que ça coûte bien moins cher de faire des études de simulation en amont du projet plutôt qu'en aval, hein, et dans les phases d'exécution, de faire des économies d'énergie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tout le monde est sensible à ça. Hein, le coût de l'énergie a été multiplié par 30 en l'espace de 40 ans. Donc, c'est un des facteurs les plus importants, je dirais, de coût dans l'exploitation d'un bâtiment. Et puis, répondre aux normes et aux réglementations qui sont toujours de plus en plus complexes et sur lesquelles il faut montrer patte blanche, je dirais, quand on fait la conception d'un bâtiment. Donc là, concrètement, on va aller dans le vif du sujet. On va faire une démonstration de CFD dans un cas bien particulier. Donc Nabil va prendre le relais tout à l'heure. Et cette démonstration, donc je vais laisser Nabil un peu expliquer ce qu'il va démontrer hein, à travers l'outil CFD. Et donc je passe la main à mon ami Nabil. Merci Frédéric pour cette présentation. Donc, on va travailler sur un petit cas d'étude. Donc, l'objectif, c'est de vous montrer comment on va réaliser une simulation à l'aide d'un outil de CFD, Autodesk CFD. On va prendre par exemple un modèle, le modèle de l'enveloppe avec des équipements, des systèmes de climatisation. Après, on va faire les différentes étapes pour réaliser une simulation avec l'outil Autodesk CFD. Après, on va faire un petit cas d'étude pour avoir deux scénarios différents de les propriétés de l'air fixe et variable. Après, l'objectif, c'est on va voir quel est le scénario le mieux adapté pour optimiser l'efficacité énergétique en termes de confort thermique. On va commencer par l'enveloppe du bâtiment avec les équipements. Donc, on a pris un modèle qui fait d'un volume de 67 mètres cubes. Donc, avec ce modèle-là, on a des équipements. On va faire masquer l'élément avec le personnage, un corps humain. Avec, on va prendre un mobilier de bureau avec un ordinateur et un système de climatisation qui contient deux bouches de soufflage et une bouche de reprise. On va faire afficher. Donc ça, c'est tous les éléments de l'enveloppe du bâtiment. Après, pour réaliser une simulation avec l'outil Autodesk CFD, il faut passer par différentes étapes. La première étape, c'est comment on va attribuer des matériaux à l'ensemble des éléments du modèle. On va commencer par l'affectation des matériaux. On va prendre les matériaux du modèle. On va sélectionner tout d'abord sous forme d'un volume. On va prendre l'enveloppe du bâtiment, à laquelle de son enveloppe du bâtiment, on va sélectionner le milieu de l'enveloppe du bâtiment sous forme d'un volume et on va sélectionner les deux bouches de soufflage, le système de climatisation, plus la bouche de reprise. Et on va indiquer, on va faire modifier. Pour le type, on va faire un fluide et on considère que c'est l'air. Donc, on considère que tout l'enveloppe plus le système de climatisation, c'est l'air. Et là, c'est dans l'onglet modifié, on a toutes les caractéristiques spécifiques, quelles que soient physiques et thermiques, de fluide air.
Je prends par exemple ici la masse volumique avec la densité et la viscosité thermique. Donc, ça, c'est tous ces paramètres qui sont caractérisés par le fluide R. Je vais appliquer, je vois bien dans la légende R, fluide. Après, maintenant, je prends par exemple pour les autres équipements. Donc, je vais sélectionner et je vais afficher, je vais masquer l'enveloppe. Je prends le personnage, l'humain, sous forme d'un solide. Et je vais sélectionner le corps humain. On va faire modifier. Et on a le type solide avec le nom, c'est humain. Donc, on va attribuer le matériau humain. Pareil pour l'ordinateur ou le bureau. Donc, on va faire afficher tout le modèle. Je prends le bureau, je fais modifier et on a le type solide avec le nom confère. Donc, ça, c'est le matériau qui considère le bureau, le mobilier. Je vais appliquer. Maintenant, on va prendre l'ordinateur. Je vais modifier et je prends le nom, c'est l'ordinateur avec la direction de débit parce qu'on va appliquer des conditions aux limites. Et là, j'ai tout. Le débit de dégagement de chaleur de l'ordinateur avec la vitesse, je fais OK. Donc ça, on a bien affecté les matériaux de tous les éléments qui contiennent le modèle avec une légende qui montre tous les matériaux du modèle. Maintenant, deuxième étape, c'est où on va définir les conditions limites. Donc en fait, les conditions limites, c'est des valeurs qu'on va appliquer ou on va imposer sur le modèle pour réaliser la simulation. On va commencer par les conditions aux limites, selon les calculs. On va commencer par affecter ou imposer les conditions aux limites au niveau de ce forme d'un volume. Je prends par exemple les bouches de soufflage, mais on va appliquer sous forme d'une surface. Sur la surface des bouches de soufflage, voilà, en surface, et je prends le débit de soufflage avec le sens qui va indiquer, qui va montrer sens entrant de l'air soufflé, parce qu'il est très important le sens, parce que j'ai la possibilité pour inverser le sens. Donc, je vais imposer une bouche de soufflage, donc je mets le sens entrant avec le débit, la valeur de débit volumique et l'unité en mètres cubes par heure. Donc ça, et je vais appliquer les conditions limites pour les deux bouches de soufflage, pour le système de climatisation. Donc ça, je mets un débit volumique appliqué sur la surface de bouche de soufflage. Après, sur la deuxième valeur de la condition limite, donc je prends appliquer, deuxième valeur, donc je peux prendre par exemple la température, la deuxième condition limite, donc type, je fais la température de soufflage, avec 18 degrés par exemple, et je mets l'unité en Celsius. Donc, on a bien imposé deux conditions aux limites au niveau de l'entrée des bouches de soufflage, c'est le débit volumique plus la température. Pareil pour la bouche de reprise, on va le mettre une condition aux limites. Par exemple, c'est bien marqué en jaune là, la pression statique. Et on va prendre par exemple la condition limite, notre condition limite au niveau de l'ordinateur, qui signifie la génération de chaleur totale, donc c'est la puissance dégagée par l'ordinateur. Donc ça, c'est pour les équipements. Prendre par exemple génération de chaleur pour la puissance avec l'unité en watts et la valeur de génération de chaleur et je vais appliquer. Maintenant, on va afficher tout le modèle du bâtiment. On a ainsi la condition limite de coefficient d'échange convectif qu'elle est appliquée au niveau des fenêtres.
Ça, c'est pour l'échange convectif entre l'environnement et entre le bâtiment avec les rayonnements solaires. Donc ça, c'est pour les conditions limites. Maintenant, on va voir comment on va définir les conditions initiales dans le modèle. En fait, les conditions initiales, on va utiliser à l'instant t est égal à 0, donc juste au démarrage des calculs. Si on va utiliser ou on va prendre un mode de solution avec un régime transitoire, donc il dépend du temps, donc on est obligé d'appliquer les conditions initiales. Par contre, si on va réaliser la, la simulation avec le mode de solution stationnaire, donc il ne dépend pas du temps. Donc on a le mode de solution soit stationnaire, soit transitoire. Donc les conditions initiales elles sont appliquées si on va utiliser le mode de solution transitoire sur le modèle, bien sûr. Voilà, on a soit le type transitoire avec les itérations et le pas de temps, itération interne, ou le régime stationnaire, donc on va utiliser que les conditions limites. Quatrième étape, c'est comment on va ajuster le maillage. Donc le maillage, c'est on va diviser notre modèle du bâtiment par des nœuds. Enfin, il va calculer à chaque nœud de l'enveloppe, il va calculer les paramètres physiques et thermiques du bâtiment. On va prendre ici, on a des zones qui sont un peu affinées par rapport à les autres. Concernant ici la bouche de soufflage. Ça, c'est les différentes nœuds qui sont présentés en bleu. Sachant, on va calculer avec la méthode des éléments finis. Donc, on va sélectionner tous les éléments du modèle et on va faire aperçu et on va ajuster le maillage. Et maintenant, on a un maillage triangulaire selon les axes X, Y, Z. Et vous voyez là, pour le maillage, on n'a pas un maillage uniforme dans le projet. On a un maillage qui est vraiment ici affiné dans les zones où on a au niveau des bouches de soufflage. Et par contre, les autres zones, on a un maillage grossier. C'est normal parce que dans ces zones où on va préciser les calculs, où on va présenter les résultats. Donc c'est difficile d'avoir un résultat bien précis. C'est pour ça qu'on va affiner le maillage. Maintenant, on va lancer le calcul de la simulation. Donc, comment on va, donc, dans l'onglet résoudre, dans l'onglet contrôle, on va choisir soit le mode de solution stationnaire ou transitoire. L'exécution des itérations, on va rentrer un certain nombre d'itérations dans le modèle, plus la façon comment on va calculer, soit on va calculer localement par l'ordinateur ou soit je vais utiliser par cloud. Donc ça, c'est pour les paramètres physiques de la simulation. On va activer le débit avec la compressibilité du fluide. Est-ce que c'est un fluide compressible ou incompressible? Je vais activer le rayonnement de solaire et on a ici le composant de gravité selon l'axe Z. Après, on va lancer la simulation. Après tous les paramétrages. Maintenant, je vous propose un petit cas d'étude qui contient deux scénarios différents de propriétés de l'air fixe et variable. L'objectif est de vérifier quel est le scénario le mieux adapté pour optimiser l'efficacité énergétique en termes de confort thermique. Et parmi ces deux scénarios, on va voir quel est le scénario qui va respecter la température de consigne, sachant que dans notre cas, on a exigé une température de consigne à laquelle elle ne dépasse pas les 21 degrés. Dans les deux scénarios, on a les mêmes conditions aux limites qui sont appliquées, quel que soit pour le débit de soufflage ou la température de soufflage pour les deux scénarios, propriété de l'air variable et fixe. Je prends par volume. Et on a la condition au niveau de l'ordinateur, la puissance dégagée, on a mis 100 watts. Donc ça, c'est pour les conditions qui sont appliquées pour les deux scénarios.
On a mis les mêmes conditions. Maintenant, on va commencer par la simulation avec les propriétés d'air fixes, qui sont constantes. Je vais commencer par le premier scénario. Dans le premier scénario, on prend le fluide air, c'est qui nous intéresse, et je fais clic droit, modifier la référence d'environnement du matériau, et on a ici toutes les propriétés de l'air, quelle que soit la masse volumique, la viscosité, la quantité thermique ou la chaleur spécifique, et les autres propriétés d'air qui sont constants dans le projet. Donc, au cours de la simulation, on va utiliser ces propriétés de l'air. Maintenant, on va afficher les résultats, ou visualiser les résultats globaux et diagrammes de convergence. Donc, après la finition de la simulation, des calculs, il prend un temps. On a ici, pour le premier scénario, les résultats ils sont bien affichés. On va commencer par le diagramme de convergence. Donc, on va voir ici les courbes les différents paramètres, quelle que soit la température ou la vitesse selon l'axe X, Y, Z et la pression, ils sont bien convergés. Même avec les paramètres de turbulence. Maintenant, on va voir les résultats globaux avec les paramètres de température. On va voir l'échelle. On a la température simulée au niveau de l'enveloppe ou du bâtiment. Donc, je peux visualiser, je peux voir quels que soient les résultats de la température ou de la vitesse selon l'axe X. Pareil pour l'axe vitesse selon l'axe Y. Donc, je peux afficher plusieurs résultats de la simulation. Maintenant, on va visualiser les résultats sur un plan défini. Donc, avec l'outil Autodesk CFD, donc, j'ai la possibilité pour créer des plans de coupe. Et à partir de ces des plans de coupe, je peux mesurer la température à quel point à l'intérieur du bâtiment. Donc, je peux changer l'axe. Je mets l'axe du plan selon l'axe Y. Maintenant, on a le plan de coupe du bâtiment. Par exemple, je le mets au niveau des bouches de soufflage pour voir le comportement de l'air soufflé à l'intérieur du bâtiment. Maintenant, on va voir bien le soufflage d'air dans la pièce, dans cette coupe-là. Et on va voir, on va mesurer la température. On peut mesurer la température point par point dans ce niveau-là. Et ce qui est intéressant aussi, donc je peux combiner deux résultats différents. Donc je peux rajouter le plan de coupe de température avec, je peux voir les vecteurs de vitesse selon l'axe XY. Donc je peux voir la circulation ou le sens de la circulation d'air dans le bâtiment. Donc j'ai la possibilité pour voir les deux paramètres, vitesse et température. Maintenant, je peux par exemple, je peux déplacer mon plan. Je mets par exemple au niveau de l'ordinateur pour voir la distribution de la température à ce niveau avec les vecteurs de vitesse. On voit bien la circulation de l'air, le sens de la circulation de l'air. Pareil, je peux déplacer, je le mets au niveau de l'occupant, mon plan. Et je peux voir d'autres paramètres, par exemple la pression. Dans la même position, je peux par exemple mettre le flux de chaleur murale à ce niveau-là. Je reviens ici à la température pour voir la température à l'intérieur. Maintenant, on va voir comment on va visualiser les résultats via les isosurfaces. Par contre, ce qui est intéressant, on peut visualiser des températures au niveau de l'environnement. Par exemple, ici, on a des surfaces qui sont créées à isotempérature. Donc, on peut dire que l'ensemble de ces surfaces ils sont à une température donnée, par exemple ici 26 degrés. Cela nous permet de déterminer comment se diffuse l'air avec une température donnée dans le bâtiment. Donc, on va voir ici bien le comportement de l'air avec isotempérature.
Deuxième scénario, simulation avec les propriétés d'air variable. Deuxième scénario. Donc, je prends tous les paramètres de premier scénario, les propriétés de l'air fixe, à condition. Donc, je vais sélectionner le premier scénario, je fais clic droit, je fais cloner. Donc, je vais dupliquer ce scénario, propriété de l'air fixe, et je vais renommer pour lui mettre un deuxième scénario, les propriétés de l'air variable. Donc, je vais développer cette liste de ce scénario et je prends le fluide R. Par exemple, je fais clic droit, modifier la référence d'environnement du matériau. Maintenant, au lieu d'avoir les propriétés de l'air fixe, maintenant, on va avoir les propriétés de l'air qui sont variables, donc qui sont changées au cours de la simulation. Et on visualise maintenant les résultats de ce deuxième scénario avec le diagramme de convergence. Donc, on va voir que tous les paramètres sont bien convergés. Et on peut voir les résultats globaux en termes de température. Donc, on va voir ici l'échelle de température avec les résultats de l'échelle. On a de 18 jusqu'à 24 degrés. Je peux aussi même créer les plans de coupe de ce deuxième scénario. Donc, je peux déplacer mon plan de coupe. Au niveau de l'occupant, on va voir qu'on a une température uniforme dans ce plan au niveau de l'occupant. Donc, on peut déplacer le plan de coupe. Je le mets au niveau des bouches soufflage pour voir le comportement de l'air soufflé à ce niveau. Maintenant, on va comparer les résultats des deux scénarios pour voir quel est le scénario qui va mieux adapter pour optimiser l'efficacité énergétique, sachant qu'on a mis une hypothèse de la température de consigne qu'elle ne dépasse pas les 21 degrés. Donc, dans le centre de décision, on va prendre les résultats des deux scénarios. Ça, c'est pour le premier scénario, propriété de l'air fixe. Maintenant, on va prendre deux scénarios avec ton onglet vue. Et je fais les deux fenêtres pour comparer les deux scénarios. Voilà. Maintenant, on va voir bien la température dans les deux scénarios. Je prends par exemple le premier scénario, on a une température qui est non uniforme selon le plan. Elle varie entre 18 et 29 degrés sur le premier scénario. Donc, elle est loin par rapport à la température de consigne exigée pour le confort thermique. Par contre, dans le deuxième scénario où les propriétés de l'air qui sont variables, on va voir que la température au niveau de l'occupant dans ce plan, elle est uniforme. Elle est à peu près 21,5 degrés dans ce plan de coupe. Donc, dans ce scénario, dans le scénario-là, elle va plus proche par rapport à la température de conscience. Donc, je peux visualiser d'autres résultats pour comparer les deux scénarios et on va tracer un diagramme qui est la température en fonction de la distance de plan de coupe et on a le diagramme des deux scénarios de température. On va voir que le premier scénario, la propriété de l'air fixe, on a une température qui est non uniforme. Donc, les températures, elle est variable. Par contre, dans le deuxième scénario, les propriétés de l'air qui sont fixes, on a une température uniforme. Elle est proche par rapport à la température de confort thermique. Donc, on peut dire que le scénario le mieux adapté à la température de consigne, c'est le scénario et les propriétés de l'air variables. Parce qu'il respecte les normes thermiques. Bien. Donc là, à travers cette petite démonstration, vous avez pu voir
la partie simulation et donc ce qui va permettre de optimiser son choix là entre est-ce que je prends un débit constant ou un débit variable et puis de pouvoir présenter ça et justifier son analyse. Donc concrètement, c'est une des applications de CFD. Alors, CFD, pour revenir à une partie qui est plus concrète, malgré tout, c'est quel produit, parce que CFD, vous avez trois solvers, hein, vous avez CFD tout court, CFD Advanced, CFD Simulation. Lequel je dois utiliser pour le bâtiment, bah, c'est très clair, hein, c'est CFD Advanced qui est le solver, et à ce solver, on intègre l'outil qui va permettre de faire toutes les analyses, de comparer les scénarios et qui s'appelle CFD Design Study Environnement. Donc là, le coût de ces deux produits, vous avez un coût grosso modo à 10 000 € par an. C'est une location, hein, comme tous les produits Autodesk aujourd'hui. Donc un abonnement avec bien sûr les mises à jour et les fonctionnements avancés des produits. Sur CFD, concrètement, vous pouvez calculer sur vos machines dans le cloud, hein, dans le cloud d'Autodesk, hein, pour faire vos simulations. On peut faire des calculs sur plusieurs machines. Ce qu'il faudra, c'est avoir un solver sur chacune des machines. Vous pourriez avoir 30 machines et faire les solvers sur 30 machines. Donc ça, c'est pour la partie produit. Bon, c'est un produit qui se prend assez facilement en main à partir du moment où on est du métier, bien sûr. Et pour cela, ce que l'on propose souvent, c'est de passer par une formation qui va durer 2 jours, hein, qui est une formation initiation à CFD, comprendre l'environnement, comment on intègre notamment les modèles Revit dans CFD et prendre en main un peu tous les outils pour pouvoir faire ces simulations. Ce que l'on conseille souvent, c'est peut-être de commencer par une formation pour bien analyser pendant 2 jours le produit, le tester, le comprendre, pour ensuite en faire l'acquisition sous forme de location. Donc ces formations ont lieu bien sûr sur nos différents sites, hein, que ce soit à Paris, Grenoble, Lyon et même Lausanne maintenant. Et donc là, vous avez ces formations peuvent être bien sûr prises en charge par vos OPCA respectives, puisque nous sommes, je dirais, qualifiés pour ces prises en charge. Voilà, je vais maintenant vous répondre à vos questions. Hein. Alors, la première question, c'est est-ce que je dois réattribuer les matériaux au modèle dans CFD si cela a été fait dans Revit au préalable? Concrètement, Non. Je vais laisser la réponse à Nabil. On ne peut pas récupérer les matériaux qui sont attribués à Revit. Parce que si on va prendre les mêmes matériaux, donc pour le temps de simulation, ça va être très compliqué. Donc c'est pour ça qu'on va attribuer des matériaux de CFD qui sont plus simplifiés. Donc de préférence, donc premièrement, il ne prend pas les matériaux. C'est pour ça qu'on a attribution des matériaux dans l'onglet matériaux de CFD. Et avec Revit. Donc avec Revit, on peut juste récupérer le modèle, mais pas les matériaux et pas les caractéristiques physiques et thermiques du matériau. Donc, on va attribuer les matériaux dans l'outil CFD. Donc, concrètement, de Revit, on fera partir la maquette, je dirais, la modélisation du bâtiment. Grosso modo, le cheminement, c'est de le faire basculer dans CFD, de le simplifier, parce que ça ne sert à rien d'avoir les détails optimum qui viennent de Revit. Hein. Donc, pour ça, déjà dans Revit, on va afficher la maquette en détail faible et puis ensuite le basculer dans CFD. Les matériaux, donc comme Nabil vous a dit, seront intégrés à partir de CFD. Autre question que je vois, comment je peux être sûr que tous les éléments du modèle ont leurs matériaux attribués? Est-ce qu'il y a une sécurité là-dessus pour se dire est-ce que j'ai bien traité tous les matériaux et tous les objets du modèle? Nabil. Oui. On a la possibilité pour voir, on a une légende des matériaux. Si on n'a pas un matériau qui n'est pas vraiment affecté
dans la simulation. Si on va résoudre la simulation, ils disent CFD, voilà, et on a un tel matériau qui n'a pas affecté. Donc, ils hum, détectent les matériaux qui ne sont pas, les modèles ou les éléments qui ne sont pas affectés, les matériaux. hum, Donc, le moment où je vais affecter tous les matériaux, je peux lancer la simulation. Sinon, je ne peux pas. hum. Ouais. Autre question, et vous pouvez en reposer, hein, vous avez une case question qui est disponible sur l'outil GoToWebinar. Hein. Autre question qui a été posée, c'est quel est le temps de calcul des résultats sur le modèle qui a été présenté, sachant que les calculs ont été faits sur le portable de Nabil de mémoire, je Ouais. pense. Donc Mhm. quel temps il a fallu pour faire ces calculs, en temps de calcul? Ouais. Mhm. Ouais, à peu près, premièrement, je vais utiliser un mode de solution stationnaire qui ne dépend pas du temps. Mhm. Deuxièmement, j'ai calculé en local et à peu près, je fais la simulation pendant 1 heure et demie. Mhm. Mhm. 1h30 au niveau du Une heure calcul. trente, 1h30 Ouais. de calcul. Sachant que donc Ouais. CFD est un produit qui utilise la CPU, hein, qui n'utilise Mhm. pas les GPU, les cartes graphiques, hein, qui utilisent les CPU. Donc ce que Mhm. l'on va privilégier dans les stations de travail qui vont utiliser CFD, c'est essentiellement la vitesse, bien sûr, hein, la fréquence, qui est le cadencement du processeur, et puis le nombre de cœurs, puisqu'on va utiliser tous les cœurs de la machine pour faire ces calculs. Après, bien sûr, on peut lancer des calculs sur d'autres machines hein, du réseau de votre bureau d'études. Il suffit pour cela d'installer un solver dans les machines. Alors, autre question que je vois, peut-on affiner le maillage de calcul manuellement sur une zone spécifique, Nabil? Oui, oui, c'est possible. C'est possible de prendre une zone quelconque dans le modèle. Je peux dire, voilà, dans cette zone, je veux voir un maillage qui est spécial ou spécifique par rapport aux autres zones du modèle. Ça, c'est possible, oui. Hmm. Bon, donc on peut bien sûr adapter le Oui. maillage, Euh, cette résolution euh, adaptative du maillage sur les zones, Manuellement. manuellement. Ouais. Je vois une question, combien coûte une machine pour faire de la simulation pour un bâtiment type data center? Bah, concrètement, il faut avoir une station de travail avec des processeurs Pentium X, hein, puisque sur le processeur Pentium X, on va pouvoir monter de la mémoire à correction d'erreur, ce qui évite que les machines plantent. Avec des fréquences, aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 4,5 GHz en fréquence et avoir un nombre de cœurs suffisant. Donc, on mettra au moins des processeurs à 12 cœurs pour pouvoir travailler. Il est évident que si j'ai 2 processeurs dans ma machine ou 4 processeurs, ben, je multiplierai d'autant je diminuerai d'autant par ratio les temps de calcul. Donc, combien coûte la machine? Une machine de ce type-là va coûter entre 2000 et 6000 euros. Ça dépend du cœur, donc des CPU que je vais mettre à l'intérieur. Voilà, dernière question. Je vois combien de temps faut-il pour être capable de faire des simulations de bon niveau sur un modèle de bâtiment? Quel est le temps finalement d'adaptation à l'outil logiciel? Ben, je dirais que si c'est votre métier de faire du calcul thermique, assez rapidement, hein, il suffit de prendre en main l'outil, de passer sur une formation pour accélérer bien sûr l'acquisition des fonctions, surtout que ces formations sont prises en charge généralement entre 70 et 100% de vos OPCA. Et puis derrière, de pratiquer, sachant que c'est un produit que vous n'allez pas utiliser 24 heures sur 24, hein, mais sur un certain nombre de projets qui vous permettent de valider vos solutions et de les présenter à vos clients. Voilà. Donc, c'est la dernière question. Hein, donc, je vous remercie et Nabil également hein, d'avoir été. Merci. Et je vous remercie. Merci euh, pour votre attention. Merci Nabil. Et Merci, donc, Frédéric. vous pouvez bien sûr télécharger la vidéo. Hein, l'enregistrement de ce webinaire est disponible sur demande. Il suffit de demander à marketing@trefesa.com. Hein. Votre avis nous intéresse hein, sur la présentation de ce webinaire. Nous en faisons régulièrement. Hein. Toutes les semaines, vous avez un webinaire technique hein, sur les produits liés au bâtiment, hein, de Revit en passant par les produits de calcul structure, les produits de calcul thermique, les outils tels que Magicat par exemple,
sur la maquette numérique du bâtiment. Voilà. Donc, on vous remercie tous les deux pour votre participation, hein, et n'hésitez pas à revenir vers nous, hein, si besoin, pour de plus en plus d'informations. L'équipe commerciale de Grenoble, bien sûr, est là pour répondre à la problématique de la fourniture des logiciels. Techniquement, vous avez bien sûr des supports techniques sur ces produits et ces environnements. Voilà. Donc, nous vous remercions, nous vous souhaitons un bon appétit puisque je vois qu'il est bientôt midi. Et puis à très bientôt sur nos webinaires chez RFSA. Merci, au revoir.